Cette année, j'ai aussi lu beaucoup de livres. Donc, je vous fais un petit top 3 de livres qui m'ont touché plus que d'autres. Il y en a énormément que j'ai beaucoup aimé, mais c'est des essais. Donc, qui me sont restés en tête ou qui m'ont touché ou qui ont fait que j'ai fait des changements dans ma vie. Donc, le premier livre, c'est N'achetez rien, changez tout de Liels Clark et Rebecca Rockefeller. Donc, un livre de Le Duc pratique. C'est un livre qui parle de l'économie de don. Donc, c'est de changer un peu notre mentalité sur le fait de s'approprier un objet. Dans le fond, là, quand on a besoin d'un objet, là, ce qu'on a besoin, c'est de son utilité. J'aurais besoin d'une échelle pour aller nettoyer mes gouttières à la maison. C'est pas d'une échelle que j'ai besoin, c'est d'utiliser une échelle. Donc, cette utilisation, j'en ai besoin aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une échelle tout le temps? Non, je peux l'emprunter à quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, elle rend utile l'objet qu'elle a. Donc, avoir un objet qui ne sert à rien quelque part, c'est vraiment un objet qui sert à rien. Mais si on le prête à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, puis qui nous le rend demain, cet objet-là a une vie utile. Donc, le principe de la chose, c'est que c'est beaucoup dans le... Il n'y a pas d'échange monétaire, puis il n'y a pas de valeur connectée à ça. Donc, je te prête mon échelle, mais toi, tu me prêtes ton... quelque chose qui vaut, je sais pas, au moins 10 piastres. Euh, ton séchoir à cheveux, parce que j'en ai pas, puis que j'en ai besoin aujourd'hui, ben, on n'a pas besoin d'être équivalent. Il ne faut pas penser comme ça. C'est que c'est un objet pour un objet, je te le prête, c'est le geste de prêter, c'est le geste de donner, d'offrir, d'échanger. C'est de sortir du principe d'avoir à soi, donc l'appropriation de l'objet. L'objet, il y a une vie à lui, autant tu sais, qu'il y a un cycle de vie, là, autant qu'ils servent le plus possible. Puis, il y a deux choses que j'ai retenues de ce livre-là qui m'ont vraiment plus touchée. C'est qu'il disait consommer moins est peut-être le geste le plus puissant que l'on peut faire pour aider dans cette crise climatique parce que ben, on n'a pas besoin d'en produire un parce que je l'emprunte à quelqu'un ou que la personne me l'offre ou qu'elle me le donne ou peu importe. Donc, je n'ai pas besoin de sortir des ressources de la nature, je n'ai pas besoin d'énergie pour le transformer, pour l'amener chez moi. Et je ne mettrai pas un objet de plus dans le site d'enfouissement. Donc, de deux façons, ça aide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Mais l'autre chose, c'est surprenant, c'est qu'il invite à faire des dons non anonymes. Tu sais, des fois, on va dire, ah, moi, j'ai fait ça, mais j'en parle pas. Je sais moi-même dans mon fond que je suis une bonne personne parce que. Mais là, c'est le contraire. Ils disent, quand vous faites un don, dites-le. Montrez-le que c'est vous qui avez fait le don. Pas pour vous sentir supérieur puis pour vous dire que je suis une bonne personne, mais c'est pour inciter les autres personnes, pour que les autres personnes se disent mais c'est vrai, je peux faire ça moi aussi. J'ai donné telle affaire à telle personne. Mais moi aussi, j'ai ça chez nous. Pourquoi je ne le fais pas, ce geste-là? Si tout le monde le fait en secret, c'est pas quelque chose qui devient valorisé ou qu'on peut réfléchir au fait que est-ce que moi aussi je peux le faire? Puis aussi, nommer le fait qu'on a des besoins. Moi, j'aurais besoin en fin de semaine d'un une laveuse à pression pour laver l'extérieur de ma maison, de nommer que j'ai besoin puis que j'ai pas envie d'acheter, puis que je sais que quelqu'un peut-être a. Donc, c'est de nommer les choses pour que les gens développent l'idée que c'est quelque chose qui se fait, qui est pas mal vu, qui est bien vu, que ça fait partie des solutions pour ce qui est de la crise climatique et c'est très bon pour le budget aussi. Mais au-delà de ça, c'est de, de le, la rencontre qu'on fait avec les gens quand j'ai besoin de quelque chose que tu viens me le porter, que je vais te l'offrir, on se rencontre, on connecte, on sait qu'on a eu cet échange-là, il y a un lien de confiance qui s'établit, puis la prochaine fois, peut-être que je vais penser à toi quand je vais avoir quelque chose à donner. Si on fait tout ça anonymement, donc on va porter des trucs dans des centres de dons, puis que personne ne le sait, ben c'est pas quelque chose qui devient, ça se normalise pas la chose. C'est toutes des choses qu'on fait. C'est pas mal, mais c'est juste que c'est une autre façon de voir ça. Puis moi, cette façon-là, je l'aime parce que c'est de dire, yeah, moi, ça, il y a quelqu'un qui me l'a donné. C'est ma soeur, puis je suis très contente que quand elle a fait son ménage dans ses vêtements, qu'elle a pensé à moi. Je suis contente, puis moi, après ça, je vais penser à quelqu'un d'autre. C'est su, c'est connu, je sais, tout ça se fait à visage découvert, on jase, ah oui, ça te fait bien, ah ça, j'ai une autre personne à qui je pense. Au lieu de tout faire ça comme pour se dire, c'est juste moi, je sais dans mon fond que je suis une bonne personne,
Normalisons les affaires, puis nommons-les. Deuxième livre, Une écosophie pour la vie, Introduction à l'écologie profonde de Arnaes, là, je ne sais pas comment il dit son nom. Nos éditions Terre. Point. Édition Point. Donc, ça, c'est un livre qui est un peu plus vieux. Ça parle de l'écologie profonde en opposition à l'écologie superficielle. L'écologie superficielle, c'est la lutte contre la pollution, les changements climatiques, tout ça, les actions qu'on peut faire au quotidien, ce qu'on entend parler dans les médias. Mais l'écologie profonde, c'est vraiment la valeur qu'on accorde à la vie, qu'elle soit humaine ou non humaine, sur la Terre. Puis que c'est un peu le principe que quand on aime quelque chose, on va en prendre soin. Donc, c'est vraiment un livre sur la connexion. La connexion de l'humain avec la nature. Que l'humain est pas, il n'y a pas l'humain puis il n'y a pas la nature, c'est un tout. On en fait partie au même titre que d'autres espèces. Puis, ça parle beaucoup aussi du fait que la nature, c'est pas des ressources à exploiter. C'est pas un décor dans lequel on vit. C'est vraiment un système qui fonctionne parce que tout le monde est là puis fait son travail de plantes, de racines, de décomposition des matières qui tombent, la décomposition des corps quand on meurt. Tout ça fait que ça fonctionne. Puis nous, on n'a pas à s'extraire de ça, puis de regarder ça, puis de dire qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cette belle ressource? Comme si c'était un magasin. La terre, j'ai des ressources. Tu sais, quand on entend des gens dire la ressource des morues est basse. La morue, c'est pas une ressource, ce sont des êtres vivants. Qui ça donne que les humains peuvent en manger, mais ils ne sont pas là pour ça. Dieu n'a pas pris des poissons pour les mettre là pour que les humains les mangent. C'est pas comme ça. La Terre, c'est un système. Puis, oui, il y a des êtres qui mangent d'autres êtres, mais c'est dans le but que tout ça fonctionne, puis il n'y a personne qui est là pour faire plaisir aux humains ou pour être exploité par des humains. Puis c'est vraiment un livre sur la connexion de je me sens intégrée dans cette nature-là, j'ai envie que ça fonctionne, je ne suis pas plus important ou moins important qu'un arbre, une plante. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas important, ça veut dire que tout est important. Puis c'est de voir la nature de cette façon-là. Puis quand on comprend ça, on n'a pas envie de faire du mal ou de briser ou de salir cette nature-là parce que ça fait partie de notre famille, de notre système. Puis pour que ça fonctionne, puis pour que nous, on fonctionne, il faut que tout fonctionne. Donc, notre énergie, elle va à réparer, à empêcher qu'on fasse du mal parce que c'est comme notre famille proche, on a toujours envie de la protéger, bien, cette nature-là devient notre famille proche. Donc, c'est ça l'écologie profonde. Dans le fond, c'est une autre façon de se connecter. C'est vraiment un livre sur le lien, sur la connexion, l'interconnexion entre l'humain et la nature, mais plus que ça, c'est le vivant avec cette nature-là. Puis nous, ben, on est une de ces branches de vivants-là, pas supérieure et pas inférieure aux autres. C'est juste que nous, on a plus un gros impact parce qu'on peut prendre des décisions qui ont un plus gros impact. Prenons donc les bonnes décisions dans ce cas-là. Le dernier livre, ça s'appelle La méthode Y. La méthode Y, Penser et vivre la déconsommation de Louis-Philippe Pratt aux éditions Cardinal. Donc, ce livre-là, en fait, ce gars-là, c'est un designer industriel. Il travaillait dans le design d'automobiles. Puis à un moment donné, il a comme fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? On peut pas, en tout cas, comme son illumination. Et là, il se met à parler de comment les objets sont pensés, puis comment ils pourraient être pensés pour que ça soit mieux. Puis en fait, il va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'il vient à se dire, mais pourquoi on crée des objets? Puis pourquoi on continue à créer des choses qui font pas de sens? À un moment donné, il fait comme un exemple sur, je pourrais vous inventer, moi, encore 600 000 sortes de toasters là, qui seraient intelligents, qui pourraient savoir comment t'aimes tes toasts, qui feraient des impressions dessus, avec la vibration, quand tu te lèves le matin, il saurait que t'es debout, fait qu'il pourrait faire ta toast pour que quand tu arrives devant lui, ça soit prêt. Mais tout ça, est-ce que ça apporterait vraiment une valeur de plus à notre maison? Il dit, c'est des choses qu'on peut faire, mais c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Puis c'est là qu'il dit, tu sais, il vient comme en contradiction avec son propre métier de
faut arrêter de toujours créer des nouveaux objets parce que c'est possible. Est-ce que cet objet-là apporte vraiment quelque chose de supérieur à la société? Ça apporte-tu vraiment quelque chose de mieux? Non, ben, faisons-le pas, même si on peut le faire, puis qu'il va y avoir un marché qui va se développer, puis qu'il va y avoir des publicitaires qui vont trouver une façon de le vendre. Donc, il réfléchit beaucoup à ça. Puis, sa méthode Y en question, c'est lui, il parle de réduire de moitié. Donc, réduire de moitié ce qu'on vend, réduire de moitié ce qu'on achète, les matériaux dans lesquels sont faits, les emballages dans lesquels sont faits, l'énergie que ça prend pour fabriquer cette chose-là. Quand c'est chez moi, ben, je réduis de moitié ce qui entre dans ma maison. Je vais acheter 2 fois moins de vêtements, je vais acheter 2 fois moins de téléphone, je vais acheter deux fois moins de nourriture emballée. Je vais aussi faire durer 2 fois plus longtemps ce que j'ai déjà. Donc, les designers peuvent s'assurer de faire, pour qu'il n'y ait pas d'obsolescence programmée, donc faire durer les produits 2 fois plus longtemps. Moi, je m'assure de les faire fonctionner 2 fois plus longtemps. Donc, l'autre chose, c'est de mettre en commun. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'avoir son propre objet. C'est l'utilité de l'objet, encore un peu comme mon livre N'acheter rien, changer tout. C'est l'utilité de l'objet qui est important, c'est pas l'objet en lui-même. Et aussi de comprendre nos besoins, d'où viennent nos besoins. Est-ce que c'est vraiment un besoin ou c'est une habitude, une façon de faire qu'on n'a jamais remis en question, une tradition? Est-ce que c'est des publicitaires qui nous sont mis ça en tête qu'on avait besoin de ça? Est-ce que c'est notre identité? Est-ce qu'on a l'impression que c'est un besoin qui va remplir quelque chose dans notre identité personnelle? Puis, vu que c'est un livre écrit par un designer, puis il parle à d'autres designers, il dit, tu sais, à un moment donné, il faut être visionnaire, puis il faut arrêter de faire les choses comme elles sont, comme elles ont été tout le temps. C'est un peu ça notre travail, de remettre en question, puis d'avoir des bonnes idées, puis de trouver des solutions. Fait on pourrait servir à autre chose que de créer des objets, vu qu'on est bon pour inventer des affaires. Pourquoi est-ce qu'on n'invente pas une façon de vendre l'idée que la sobriété, c'est le fun? Parce que ça peut être super le fun, mais ce qu'ils parlent, c'est d'utiliser leur cerveau créatif autrement que juste pour nous vendre des cochonneries qui finalement n'apportent rien de plus, jamais, qui nous font vivre dans l'instantanéité, puis que dont les publicitaires nous disent, non, vous le méritez. Vous le méritez, ce truc-là. Vous le méritez, ce hamburger-là. Vous méritez ce vêtement-là, ce parfum-là. Pourquoi je le mérite? Qu'est-ce que j'ai fait de si hot que ça dans ma vie pour mériter tout ça? C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a l'impression que ça nous donne de la valeur, je le mérite, je vais me procurer ça, puis je vais être méritant. Je ne l'ai pas, moi, ce truc-là. Est-ce que je mérite moins de choses dans la vie? Je pense pas. Je ne l'ai pas, ce parfum-là. Est-ce que je mérite moins? Non. Parce que vous le valez plus. Je ne l'ai pas, ce maquillage-là. Moi, je ne me maquille pas. Est-ce que je vaux moins quelque chose? Non. Donc, c'est de changer notre façon de voir et de réfléchir à tout ce qu'il y a derrière qu'on ne pense pas, mais qu'eux, ils l'ont pensé pour nous le vendre. Donc, petit livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, pour vrai, que j'ai acheté un peu de même sur le fly, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé.